Bush est entré dans la cafétéria avec un air grave et solennel que je ne lui avais jamais vu. Il doit être extrêmement difficile d'annoncer à ses concitoyens que le pays vient d'être frappé par une attaque terroriste. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. Alors que le discours du président touche à sa fin, le commandant Nessipani fait face à une nouvelle crise. Okay, I got an aircraft 6 miles east of the White House. La menace d'une attaque sur Washington déclenche l'évacuation immédiate des bâtiments administratifs. Des jeunes femmes de mon bureau ont reçu la consigne de fuir. Des agents sont entrés en courant dans l'aile Est et se sont écriés « Sortez d'ici le plus vite possible ». Là, elles ont enlevé leurs escarpins et se sont mises à courir. L'un des agents du service de protection est entré brusquement. Il est venu derrière mon bureau et m'a dit « Monsieur, il faut partir tout de suite ». Il n'a pas dit « Veuillez me suivre, s'il vous plaît », mais « Il faut partir tout de suite ». Il m'a attrapé par la ceinture avec une main, a saisi mon épaule de l'autre et m'a littéralement propulsé hors du bureau. Il m'a ensuite poussé dans le couloir, puis dans le tunnel menant au centre opérationnel d'urgence. Le centre opérationnel d'urgence est un bunker construit pour pouvoir continuer à gouverner le pays en cas de guerre nucléaire. Depuis cet endroit, Dick Cheney commence à organiser la réponse aux attaques. Sa première préoccupation est le vol 77 d'American Airlines qui a pris la direction de Washington. On nous avait signalé qu'un avion se dirigeait à très grande vitesse sur la couronne. C'est le nom de code de la Maison-Blanche. L'avion qui, d'après nous, se dirigeait sur la Maison-Blanche s'écrase sur le Pentagone. Là, j'ai compris que non seulement New York était visé, mais Washington aussi. On a ressenti une secousse. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore ce qui venait de frapper le Pentagone. Le secrétaire d'État à la Défense se trouve dans son bureau, dans l'autre aile du Pentagone, lorsque le troisième avion détourné percute le cœur du système de défense américain. Le symbole américain du pouvoir avait été attaqué par un élément étranger pour la première fois de notre histoire. Engine 101, did it crash over there in the Pentagon? Is that correct? Report. The Pentagon. Heavy black smoke shown. Donald Rumsfeld sort de son bureau pour s'informer de la situation. Je voyais les flammes et la fumée de l'autre côté du bâtiment. Il y avait des blessés sur la pelouse. C'était une vision terrible. Il y avait des corps, des morceaux de métal éparpillés partout dans le jardin. On savait qu'il y avait eu une attaque, mais on n'en savait pas beaucoup plus. Et il était très énervant de ne pas pouvoir retrouver la trace de Donald Rumsfeld. On essayait de le joindre, mais impossible. Quelques minutes après l'attaque, l'un des plus hauts gradés de l'armée américaine arrive au centre de commandement militaire national du Pentagone. Au bout de quelques minutes dans le centre de commandement militaire, j'ai demandé où est le secrétaire d'État à la Défense. On m'a répondu qu'il était dehors en train de s'occuper des survivants et des blessés. Je me souviens d'une personne sur un brancard, qu'il fallait sortir du feu et de la fumée, alors j'ai aidé les secours pendant quelques minutes.
J'ai dit on a besoin de lui ici, parce que la chaîne de commandement militaire va de notre commandant en chef des armées, le président, au secrétaire à la défense, puis au chef des commandements des forces armées des États-Unis. Donald Rumsfeld reste injoignable pendant environ 25 minutes. Je suis retourné dans mon bureau et je me suis souvenu que j'avais la responsabilité non seulement de savoir ce qui se passait dans le Pentagone, mais aussi de communiquer avec le président et le vice-président sur tout ce qui pouvait arriver et sur les mesures de protection du peuple américain. Au Pentagone, le centre de commandement de la marine a été entièrement détruit. En moins de 3 heures, 3 avions détournés par des pirates de l'air ont porté un coup au cœur de l'Amérique. D'autres agressions sont-elles à redouter? Personne ne peut répondre à cette question. Quand j'ai appris que le Pentagone avait été touché, j'ai demandé à être mis en contact avec le président. Il était en route pour l'aéroport. Je lui ai dit que Washington était aussi la cible d'attaque et je lui ai fortement recommandé de ne pas rentrer pour que l'on ne soit pas ensemble au même endroit tant que l'on ne savait pas ce qui se tramait. Il y avait un risque qu'une nouvelle frappe parvienne à décapiter le gouvernement, à supprimer le président et le vice-président. La meilleure façon d'éviter cela était de reporter son retour à Washington, ce qu'il a accepté de faire. Ça ne l'enchantait pas, mais il savait que c'était nécessaire, et les agents chargés de sa protection le lui ont également recommandé. J'ai conseillé au président de rester en mouvement, et de préférence dans les airs, jusqu'à ce qu'on en sache plus et qu'on évalue la situation. Air Force One se prépare à un décollage d'urgence. Le service de protection du président redouble de vigilance. Par la vitre du cockpit, j'ai vu le président arriver. Il avait l'air préoccupé. Il a monté les marches à toute vitesse. On s'arrête au pied de la passerelle d'Air Force One. Le conseiller du président hurle « Tout le monde doit se resoumettre au détecteur de bombes. Ceux qui ne repasseront pas le contrôle de sécurité ne partiront pas. » Les chiens dressés pour détecter des explosifs reniflent